Le futur va de l'avant. Le Ronérotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello, hello. Alors, je reviens enfin sur ce dernier épisode de Magma Bleu, puisque concernant ce dernier, il y a un certain nombre de choses à vous raconter. Tout d'abord, vous avez découvert que Magma Bleu n'était donc pas seulement une histoire de science-fiction, mais était devenue une histoire de vengeance. Et je parle bien de « était devenu ». Ce point-là est assez important, puisque, à l'origine, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas du tout. Et là, je vais en venir à vous parler méthode d'écriture, pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer un petit peu avec Magma Bleu. En fait, quand on écrit une histoire, et là je parle pas de nouvelles, les nouvelles obéissent à des règles un petit peu différentes. Quand on écrit une histoire, on a principalement deux façons de faire. La première, on fait passer nos personnages d'un point A à un point B par plein d'étapes successives décidées à l'avance. Le problème de cette méthode, c'est qu'il est très difficile de garder une cohérence de ces personnages quand on contrôle absolument tout ce qui se passe dans son histoire. Parce que ça peut paraître étrange, mais un bon auteur ne contrôle pas tout ce qui se passe dans son histoire. On va y revenir, justement tout de suite. La deuxième méthode, c'est l'inverse. On part d'un point A, avec une problématique. On a nos personnages, et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que, avec cette méthode, vous allez avoir des personnages ultra cohérents. Vous, en tant qu'auteur, vous allez intervenir un petit peu comme un démiurge, finalement, qui va venir de temps en temps leur mettre une galère pour les faire avancer, pour diriger la situation. Vous avez bien une idée globale de là où vous voulez les emmener, mais grosso modo, c'est plutôt freestyle. Il y a des gens qui font ça, tout comme il y a des gens qui font la première méthode. Pour ma part, je suis un adepte d'une méthode intermédiaire. C'est-à-dire que on va partir d'un point A pour aller à un point B. Il y a quelques grandes étapes, quelques points importants qui sont décidés. Et quand je scénarise une histoire, c'est ce que je fais. Je sais d'où je pars, j'ai une idée au fur et à mesure que je réfléchis d'où je vais emmener les choses, et j'ai des points importants. Et en gros, l'écriture, le travail d'écriture, ça va être de relier ces points. Mais dans ce travail d'écriture, il y a une part qui appartient à mes personnages. Alors ça se voit pas forcément quand on écrit une nouvelle. Et quand on écrit une nouvelle, en ce que j'appelle un one-shot, c'est-à-dire une histoire qui tient en une fiction audio dans mon cas, voire peut-être deux, c'est assez facile d'être dans le contrôle de ce qui se passe, tout en ayant une cohérence de nos personnages. Parce que les personnages, vous n'avez pas le temps de trop les découvrir, et il faut vraiment pas être bon pour faire quelque chose d'incohérent. Enfin, aujourd'hui malheureusement, bref, c'est pas le sujet. Toujours est-il que dans Magma Bleu, on est dans une histoire qui contient d'autres histoires. Donc, jusque-là, j'avais pas spécialement besoin de laisser libre cours, en fait, à mes personnages, et je pouvais garder une maîtrise relative de ce qui se passait. Tout en laissant quand même les personnages décider, on va dire, des petites lignes, et c'était assez facile et ça se passait bien. Le premier épisode est entièrement scénarisé et maîtrisé de A à Z. Le second épisode aussi. Jusque-là, pas de surprise. Le personnage de Michael, vous commencez à le connaître si vous me suivez depuis un moment. Tout va bien. Et puis quand on arrive dans le premier témoignage, qui s'appelle un fantôme dans le métaverse, eh bien là, finalement, les personnages vont prendre le contrôle des détails. Ils vont prendre le contrôle de ce qu'ils vont dire, de comment ils vont réagir, éventuellement aussi de comment ils vont réagir face aux problèmes que je leur présente sur le moment. Mais ça ne change pas le fond de l'histoire. Ça ne fait que vous mettre en haleine. Ça ne fait, c'est ce qui vous capte aussi, c'est ce qui suscite votre attention.
Mais en attendant, ça ne change pas fondamentalement mon histoire. L'épisode d'après, Rouler à tombeau fermé, c'est pareil. La liberté est laissée essentiellement à la façon dont le père Zacharie raconte l'histoire, à la façon dont il exprime les choses. Je laisse aussi beaucoup de liberté dans le dialogue, parce que c'est vrai que dans cet épisode, il y a énormément de dialogue, mais à l'arrivée, les différents axes de l'épisode étaient maîtrisés. Donc vous voyez que en faisant cela, on permet d'avoir quelque chose qui passe pour naturel, qui fait que les gens vont se retrouver dans l'histoire parce que finalement ça passe pour authentique, mais en réalité, tous les points importants sont vraiment maîtrisés. Et pour vous dire à quel point je maîtrise mes épisodes tout en laissant le reste à mes personnages, et ça vaut pour mes fictions audio, de façon générale, et encore plus quand il s'agit de one-shot. La maîtrise, elle se fait dans le sens où j'ai déjà en amont pensé à tous les personnages qui apparaîtront. Il faut savoir que le plus souvent, j'ai même plus de personnages de prévus, et que en cours d'écriture, finalement, certains, je décide de les laisser de côté. Donc, les 2-3 épisodes précédents, il y a assurément 2-3 personnages, voire 4 personnages que vous n'avez pas vus. Parce que, finalement, dans l'écriture, je me rends compte que c'est pas pertinent et que ça viendrait alourdir mon histoire. Les axes clés du scénario sont également décidés. Donc, on a le setup monde ordinaire, on a le moment de déclenchement, on va avoir le moment avec un mentor, ou en tout cas une figure d'autorité qui vient donner un conseil. Puis après, on a l'apogée du problème, la confrontation finale, suivie d'un épilogue et d'une conclusion, et d'un épilogue. Et ça, c'est comme ça que je construis la plupart de mes histoires. Magma Bleu est pensé de cette façon-là à l'échelle de l'histoire tout entière, et chaque épisode suit grosso modo cette construction. Alors, cette construction, je vous en donne les grandes lignes. En réalité, c'est un tout petit peu plus détaillé que ça. Il y a peut-être 1 à 3 étapes, là où je vous en ai cité qu'une, pour faire simple. Mais, du coup, toutes ces étapes, elles sont maîtrisées. Et c'est ce qu'il y a entre ces étapes qui appartient à mes personnages. Et c'est important que je vous parle de ça pour comprendre ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Parce que dans le dernier épisode, il s'est passé une chose que j'avais pas du tout anticipée. C'est que Michael Cefangelo, vous commencez à le connaître. Michael Cefangelo, même s'il a été créé avec Magma Bleu il y a de ça 10 ans, je rappelle que Magma Bleu, ça fait 10 ans que je travaille dessus, toujours est-il que vous l'avez connu déjà au travers d'autres histoires que j'ai écrites entre-temps. Mais ce que je n'avais pas envisagé, c'est que le personnage allait prendre littéralement le contrôle de mon histoire dans cet épisode. Et ce qui est totalement con de ma part, parce que j'aurais dû m'en douter, en fait. J'avais prévu, dès le départ, que Michael Cefangelo et Roxane Bissière étaient en couple lors de leurs premières années d'étudiante et de vie professionnelle. J'avais prévu dès le départ qu'elle ferait appel à lui, mais le fait qu'ils soient restés bons amis, le fait que finalement ça soit un petit peu l'Irene Adler de Sherlock Holmes, toutes ces choses-là, elles sont venues en cours de route, et je suis commencé à broder autour de ça, et l'attirance entre lui et du coup Roxane, eh bien cette attirance qui reste là, je l'avais pas du tout envisagée. Mais on parle d'un personnage qui a besoin d'action, qui est dans l'investigation, qui a ce petit côté un petit peu exubérant, tout en étant plus posé, plus cérébral comme je le suis. Et finalement, c'était logique qu'il réagisse comme ça. Et c'était logique qu'il soit avec quelqu'un comme elle dans le passé, qu'il y ait toujours ce petit quelque chose entre eux. Et donc, quand c'est arrivé, je me suis dit, mais merde, il peut pas ne rien faire. Par exemple, j'avais pas prévu d'écrire qu'il se battrait bec et ongles. Ce passage sur le fait que pendant 1 an, il a essayé de la faire sortir, était pas du tout prévu dans mon histoire de base. Et c'était évident, en fait, qu'il allait pas laisser ça, parce que c'est quelqu'un qui est épris de justice.
C'est pour ça qu'il fait ce métier, c'est pour ça qu'il a lancé son pure player qu'est Magma Bleu. C'est parce que c'est un personnage qui est épris d'un grand sens de la justice. Il ne supporte pas l'injustice. Mais plus encore, il ne supporte pas les mystères. C'est-à-dire que le mystère va passer avant la justice. Il faut bien être conscient de ça chez Michael. Michael, pour arriver à ses fins et résoudre un mystère, être un peu connard sur les bords, tant que ça génère pas d'injustice, il s'en fout. Faut être vraiment conscient de cet aspect-là du personnage. Je l'avais déjà évoqué dans un commentaire vidéo il y a sans doute 1 an à peu près. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Roxane, c'est particulier. Il peut pas ne pas réagir vis-à-vis d'elle. Vis-à-vis d'elle, il sera jamais un connard. Et du coup, il a une réaction qui est presque froide, finalement, parce qu'il garde un certain calme quand il raconte tout ça. Mais il le dit bien que ses émotions l'ont débordé, pour autant, quand il dit ça, vous n'entendez pas de cris en arrière-plan. Si vous écoutez mes histoires depuis un moment, vous le savez, dès qu'il y a une émotion forte qui dépasse un peu l'entendement, je vais toujours mettre des pleurs ou des cris pour manifester celle-ci. Or, quand il s'agit de Michael, j'ai hésité, je me suis posé la question et je me suis dit, mais non, en fait, je vais rien mettre. Ça pèse encore plus. Parce qu'on n'entend rien d'autre que son témoignage. Il a une colère qui est froide. Donc, oui, il va se venger. Mais il va pas se venger pour le seul plaisir de se venger, par contre. Et là, je rebondis sur le commentaire que j'ai reçu de l'ami Julien. Effectivement, il est plus grand que ça. Il va se venger en obtenant justice. Ça, c'est très important. C'est que il ne supporte pas l'injustice, donc il ne va pas faire une vengeance gratuite. Il va pas se pointer en mode John Wick, et on n'en parle plus. Non, non. Il va se venger en terminant le travail de Roxane. Mais via la piste qu'il a, lui, qu'il a identifiée, qui est la piste des Gamascops. Puisqu'il a vu que là, il y avait une faille, quand il a exploré les choses. Ce qui est intéressant de noter, et là je vous donne un petit indice, c'est que son plan de vengeance, vous êtes en train d'y assister depuis le premier épisode. Parce que, du coup, ça ne change pas mon scénario, ça ne change pas mes articulations sur les prochains épisodes, ni ma fin, puisque la dimension, on va dire, justicière, en fait, du personnage, et le fait que tout soit prévu depuis le début, c'est quelque chose qui a été déjà réfléchi avant même que j'écrive le premier épisode. Donc, ça ne change rien à mon histoire, mais au contraire, ça vient l'enrichir. Parce que ça vient lui donner en plus une blessure, et donc ça vient rajouter quelque chose de l'ordre du très personnel, de l'émotionnel à cette histoire. Or, vous le savez, rajouter de l'émotion à mes personnages est quelque chose avec lequel j'ai quand même de la difficulté. Pourtant, je le constate, mes personnages les plus appréciés sont les personnages qui ont le plus souvent montré leurs faiblesses, qui ont le plus souvent montré qu'ils n'étaient qu'humains, et je le sais que c'est ça qui plaît aux gens. Moi maintenant, étant sujet à un trouble qui était à une certaine époque assimilé, même si ça n'est plus le cas, à de l'autisme Asperger, j'ai quand même toujours un petit peu un souci des fois à manifester ce côté émotionnel dans mes personnages. Et là, je suis très très content parce que finalement, le personnage a pris le contrôle de l'histoire en ayant une blessure. Finalement, moi à la base, et c'est pour ça aussi que ça s'appelle Dignité, et on va revenir là-dessus après, à la base, au travers de cet épisode, je voulais faire une critique implicite de l'euthanasie. Mais on va revenir dessus après. C'est pas la première fois que j'aborde ce thème dans mes histoires, c'est un thème qui me touche et j'avais envie d'en reparler sous un autre angle. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, il est vraiment intéressant de voir, et je voulais vraiment le souligner, que voilà, le personnage a pris le contrôle de mon histoire, a pris le contrôle de l'écriture. Et ça, c'est super intéressant quand ça arrive. C'est ce que je préfère. C'est ce qui est arrivé avec le labyrinthe de Satan.
Le labyrinthe de Satan, le problème, c'est que ça devait être une histoire qui tenait en 2-3 épisodes grand max, et à l'arrivée, ça en a fait 6 parce qu'il y avait plein de choses à raconter. Et derrière, j'ai été totalement dépassé par cette histoire, parce que je savais plus comment m'en dépatouiller. Mais pourquoi est-ce que je sais pas comment m'en dépatouiller? Parce que j'avais pas fait de plan initial, j'avais juste un début, une fin. C'est tout ce que j'avais. J'avais un début, une fin, et j'avais rien prévu. J'avais pas fait ce travail de scénarisation comme je le fais d'habitude, comme je l'ai fait avant, comme je continue de le faire après. J'avais pas fait ce travail de scénarisation. Je m'étais juste dit, on verra bien, freestyle, je dois les emmener à cet endroit. Mais le problème, c'est que j'avais des personnages qui m'ont pas du tout obéi. Dès le premier épisode, c'est parti en sucette, en fait. Et comme c'est parti en sucette, j'étais obligé à chaque fois de rajouter des trucs pour les diriger. Je fais non, tu vas pas à gauche, tu vas à droite, s'il te plaît, là. Puis tu as le personnage qui continue, qui fait tiens, je vais aller voir là-bas ce qui se passe. Mais non, enculé, tiens, c'est par là. Et donc, en tant qu'auteur, on est obligé de rajouter une petite galère qui vient rediriger le personnage pour qu'il aille dans notre sens. Et finalement, je me suis retrouvé avec une série de 6 épisodes. Ce qui était un vrai problème à gérer, parce que ça devait, à la base, être un truc qui passe super rapidement et on passe à autre chose. J'avais jamais prévu de faire de série pour mes fictions audio. Même Magma Bleu, je me suis dit faisons Magma Bleu. Pourquoi? Parce que j'avais réussi à emmener jusqu'au bout le labyrinthe de Satan. Donc le labyrinthe de Satan, je sais qu'il est très apprécié par certains, mais cette série, c'est un accident en fait. Alors je l'ai déjà évoqué, c'est à la base j'ai fait un rêve avec l'idée de base du scénario, donc le début, la fin, quelques éléments centraux, mais vraiment quelques, et qui étaient assez faciles à amener absolument quand je le voulais dans mon histoire. Et derrière ça, c'est tout, j'avais rien d'autre. Et moi, je m'étais dit, si on faisait ci, si on faisait ça, puis on rajouterait ça, et puis j'ai rajouté des éléments personnels, et puis j'ai rajouté une blessure à Ramirez. Et à la fin, on a obtenu une histoire qui est certes plutôt sympa, mais que je vais réécrire quand même avant de la sortir au format papier. Je vous donne un petit teaser pour la suite comme ça. Toujours est-il que là, voilà, on a typiquement une histoire où les personnages avaient pris le contrôle, en fait, surtout Ramirez et Ridar, Ramirez, Ridar et Marchaud, qui finalement ont donné une toute autre teneur que ce qui était prévu à l'histoire initiale. Et là, dans Magma Bleu, c'est un peu ce qui s'est passé. Avec, du coup, cet épisode personnel qui me semblait important d'ajouter, et à la base, je voulais l'ajouter juste pour vous donner des indices. Juste pour vous orienter ou vous perdre dans vos théories. Cet épisode-là, il avait un but, alors qui n'est absolument pas atteint. Il avait un but, c'était de faire mouliner le lecteur, l'auditeur, sur des théories de qui est le grand méchant de l'histoire. Parce que, pour le moment, il n'y a encore rien d'affirmé. On peut faire que des suppositions, et on se rend compte que d'un épisode à un autre, des suppositions, on peut en faire plusieurs. Et c'est fait exprès. Et cet épisode-là avait cet objectif initial que de vous amener à émettre une autre théorie que celle que vous aviez déjà. Finalement, je suis pas sûr que ça ait fait le taf, qu'éventuellement reprenez les épisodes depuis le début. Par contre, je suis certain d'une chose, c'est que ça vous a fait avoir une toute autre vision de l'histoire. Et je vous rassure, cette vision, je l'ai découverte en même temps que vous. Et c'est là où je vois que c'est un épisode très réussi, en fait. Quand je vous disais sur Telegram, vous n'êtes pas prêts, moi-même je ne l'étais pas, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'était un vrai plaisir, en fait, d'écrire cet épisode, parce que cet épisode m'a dépassé. C'est pas moi qui ai écrit seulement l'épisode. C'est mon protagoniste. Et là où je suis content, c'est que le mec qui m'a formé aux fondamentaux de l'écriture, qui s'appelle Fred Godefroy, c'est justement ce que lui considère comme étant le summum d'une bonne écriture, c'est quand ce sont vos personnages qui prennent le contrôle. À partir de là, j'ai fait putain, banco. Mon personnage, il a pris le contrôle, ça s'intègre quand même dans mon ensemble, nickel. Et sans rien enlever à mon scénar de base, mais au contraire, en l'enrichissant. On n'est plus dans un héros
réalise un acte de justicier. Non, on est dans un homme va résoudre un problème dans lequel il a une implication personnelle, mais aussi parce que c'est quelqu'un d'altruiste. Et ça, franchement, ça donne une toute autre dimension à l'histoire, en tout cas à mes yeux, et j'en suis extrêmement content. Voilà, c'est vraiment un épisode dont je suis très très content parce que c'était un épisode auquel moi-même je m'attendais pas. Et comme le dit Fred, quand vous commencez à découvrir l'histoire en même temps que vos lecteurs, finalement, quand eux vont la découvrir, c'est que vous avez réussi parce que vous avez laissé vos personnages prendre le contrôle. Alors, pour la suite de l'histoire, encore une fois, ça ne change pas le scénario en tant que tel. Par contre, est-ce que ça va influencer l'écriture au travers de laquelle je relis les différents points de mon scénario? Ça, assurément. Ça va donner une autre dimension, une autre touche à tout ça. Et puis là où je suis content, c'est que j'ai découvert un peu plus mon propre personnage. Et là, je suis également très satisfait de voir que ces personnages commencent à davantage s'éloigner de moi. Je crois que je l'avais déjà évoqué à un moment donné. Le personnage commence à prendre une distance vis-à-vis de moi. Et ça fait plaisir de le découvrir. Et puis, jusque-là, il n'avait pas quelque chose, il n'avait pas de blessure. Un bon personnage, c'est souvent un personnage qui a une blessure, qui l'a influencé, qui va l'impacter. Et donc forcément, avec cette blessure, ça lui donne de la texture, ça le rend humain. C'est pas juste un personnage lambda, c'est pas juste un héros idéalisé. Non, il a ses failles, il a ses souffrances. Et lui, il a celle-ci, qui est aussi sa motivation. D'un autre côté, là où je suis content du personnage de Roxane, c'est d'avoir pu montrer ce que j'estime être quelqu'un de respectable. C'est-à-dire quelqu'un qui, absolument, pour rien au monde, ne reniera ses convictions. Ça, c'est important pour moi. Et aujourd'hui, trop de gens font des petites concessions en se disant « Ouais, mais c'est juste ça. Oh ouais, mais c'est pas grave, c'est que ça finalement. » Non. On ne tergiverse pas sur les valeurs. Et ça, c'est une chose que partagent Michael et Roxane, c'est qu'ils ne tergiversent pas sur les valeurs. Et ça a été marqué par justement cette fin pour Roxane qui a été prête à tout, qui savait qu'elle allait être salie, traînée dans la boue, et qui jusqu'au bout, même en sachant ce qu'elle risquait, même si elle n'avait pas imaginé que c'était à ce point-là, mais elle savait qu'elle prenait des risques en tout cas, elle a été jusqu'au bout. Alors, pour revenir d'ailleurs, cher Julien, sur ce que tu dis, l'analogie avec les martyrs chrétiens n'est pas du tout faite exprès. Je n'y avais pas pensé un seul instant. Mais en tout cas, il y avait cette dimension de quelqu'un de conviction, sincère, ferme, qui ne lâche rien. Et aujourd'hui, on est beaucoup trop dans la complaisance et j'avais envie de montrer ça dans mes personnages. Michael et Roxane, ils ont beau être un petit peu l'eau contre le feu, l'un et l'autre, ce sont deux personnages qui ont les convictions chevillées au corps. Si ce n'est qu'elle va être plus frontale, lui va être plus cérébral, il va être plus futé, il va pas hésiter à être un petit peu filou pour arriver à ses fins, mais ils ont leurs convictions chevillées au corps et ils ne lâchent rien. Donc ça, c'était un aspect que j'avais également voulu montrer et qu'on retrouve dans l'histoire. Concernant maintenant la critique de l'euthanasie, je voudrais revenir sur plusieurs législations actuelles. Faut savoir qu'en France, même si c'est pas appliqué, la loi dit que quand vous êtes malade, votre corps appartient à l'État. Loi de santé 2017, si je ne m'abuse. Je bois du café, vous m'excuserez. Votre corps appartient à l'État dès lors que vous êtes malade. Vous n'êtes plus propriétaire de votre propre corps. C'est inscrit dans la loi. Premier point. Deuxième point, le fait que quand vous êtes en souffrance, quand vous n'êtes plus responsable de vos actes, quand vous êtes mourant, aujourd'hui, le corps médical, même si c'est pas appliqué, légalement, peut décider pour vous. Donc, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, bien que
Il y a pas longtemps, un copain nous faisait savoir que le médecin lui a fait clairement comprendre qu'on lui demandait pas son avis. Ça, c'est un autre point donc qui est important de connaître. Le DSM maintenant. Le DSM, je parle du DSM-7 dans cet épisode. Il faut savoir que le DSM-7, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le DSM-5. Le DSM-5, c'est le référentiel des maladies mentales. Chaque année, il y a des maladies qui sont classées, déclassées, reclassées, renommées, et que ce DSM, il évolue. Il évolue tous les 5 ans. On est en 2024, mon histoire se passe aux alentours de 2034, pardon. Donc j'ai estimé qu'en 2034, on en arriverait au DSM-7. Mais il faut savoir que la maladie dont je parle, cette maladie, c'est une prévision que j'ai faite, une anticipation où je m'étais dit qu'un de ces 4, on allait finir par faire reconnaître le complotisme, ou ce qu'on appelle couramment le complotisme, comme une maladie psychologique, voire psychiatrique. Et ben ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, il y a des médecins qui commencent à qualifier ça justement de maladie mentale. Et gageons que, au rythme où vont les choses, ça finira dans le DSM-6, voire le DSM-7. C'est pas des blagues. Je n'ai plus le terme exact qui est employé, mais c'est un terme qui est pas si éloigné du mien. D'ailleurs, c'était assez rigolo à constater. Ou pas. Encore une histoire, encore une anticipation sur laquelle j'ai eu bon. De me dire, voilà, à un moment donné, on va bien y arriver. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui pose trop de problèmes aux huiles que d'avoir des gens qui, en réalité, pensent par eux-mêmes. Et là où je veux en venir, c'est que l'euthanasie va nécessairement, à moins qu'il y ait une guerre entre-temps, finir par rentrer dans la loi. Moi, j'ai à dire que, sur le sujet, il n'y a pas besoin de loi. On parle de suicide assisté, c'est un oxymore. Un suicide ne peut être assisté. Un suicide est nécessairement personnel. Point. Si Kevin a décidé de s'envoyer une boîte de barbiturique, ça le regarde lui. Il n'a pas besoin de l'approbation de la société pour ça. Entraîner les autres dans sa chute est profondément destructeur. Pour soi comme pour les autres. C'est d'un égoïsme à mes yeux qui dépasse tout. Vraiment. Et il ne s'agit pas ici de faire le débat de si la personne souffre, qu'est-ce qu'on fait ? À mes yeux, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On accompagne les gens dans la souffrance. Autrement, quel signal on renvoie aux autres ? Sans parler des dérives, et je vais y venir. Mais c'est surtout que vous n'avez pas besoin de loi pour ça. Vouloir une loi pour ça, c'est odieux. Odieux. Si une personne est en souffrance et qu'elle veut faire ce choix-là, mais ça la regarde. Aujourd'hui, on a une loi qui est très bien faite et qui fait que une personne qui serait en souffrance et qui n'aurait pas les capacités de s'envoyer sa boîte de barbiturique ou de lutter si elle souhaite lutter, eh bien on a la sédation profonde. En gros, elle est dans un coma profond jusqu'à la fin. On a ça. Où est le problème ? Où est le problème ? Ça pose de problème à qui ? Elle est en sédation profonde, elle ne souffre plus. Et celui qui veut se battre tout en souffrant, eh bien c'est son choix. Qu'est-ce qui va se passer dans un monde où les entreprises sont en connivence avec les États ? Eh bien, je vous citerai l'exemple de Feu, cette mère de famille, en Californie, si je ne m'abuse. En tout cas, aux États-Unis, ça c'est certain. Qui, du coup, avec un cancer très avancé, eh bien, son assurance maladie lui a dit « Madame, nous vous remboursons l'injection létale, mais pas le traitement, puisque de toute façon, vous allez décéder d'ici les 5 ans si vous prenez le traitement, ou 3 ans, je ne sais plus. Donc, voilà, nous, on ne paye pas des médicaments pour seulement 3 ans d'espérance de vie. » Jeune mère de famille, 3 ans
pour son enfant, 3 ans de plus, mais c'est énorme. Elle est chrétienne. Cette femme, elle a fait un choix, mais admirable. Elle a choisi de finir ces 6-8 mois qui lui restaient sans médoc. Sans médoc. Puisque l'assurance maladie ne lui payait rien d'autre que l'injection létale. Voilà une dérive de choisir l'euthanasie pour notre société. Les gens qui choisiront ça, qui accepteront ça, ils accepteront cette dérive parce que tout le temps, l'État amène à la dérive. L'État amène à toujours plus d'État et à de l'extrémisme d'État. Et ces dérives, elles arriveront. Ces dérives, elles arriveront. Parce que qui dit connivence des entreprises et de l'État, dit de toute façon contamination de l'État dans le rapport que ces entreprises auront avec les gens. Ce qui n'arriverait pas dans un monde libertarien. Notons-le bien. Parce que dans un monde libertarien, vous auriez le jeu de la concurrence qui entrerait, et il y aurait forcément des entreprises qui diraient « non, mais non, les gens ils ont envie de vivre, là on va arrêter de faire les cons. » Donc, premier problème. Deuxième problème, une vieille dame en Belgique. Et ce cas-là m'a inspiré le cas de Roxane. Ainsi qu'un autre qui n'a pas de lien avec l'euthanasie. Donc une vieille dame en Belgique qui du coup avait fait ses dernières volontés comme quoi si elle devenait un légume en gros, eh bien qu'on en finisse. Il s'avère que cette dame, je crois qu'elle a eu Alzheimer. Et elle avait de brefs moments de lucidité. Il a donc été conclu que on pouvait la piquer. Il s'avère que le jour où on l'a piquée, elle avait un moment de lucidité. Elle disait un seul mot, enfin une seule phrase. Je ne veux pas mourir. C'est son fils qui l'a tenu, pendant que le médecin faisait la picouse. J'appelle pas ça un médecin d'ailleurs, j'appelle ça un tueur. Ça c'est une dérive. Voilà vers quel genre de situation nous allons. Et les gens qui ont fait ça se sont damnés au passage. C'est affreux comme situation, c'est terrible. Maintenant, une autre histoire. Vous irez vous renseigner sur l'économiste Jean-Louis Cacomo, je ne sais plus. Économiste, professeur d'université en économie, quelqu'un de très intéressant au demeurant, qui, en fait, s'est fait interner de force pendant 3 ans par le directeur de l'université qui ne pouvait pas le piffrer. Et quand vous écoutez toute l'histoire de ce monsieur, vous comprenez que c'était bel et bien un internement abusif et il a obtenu gain de cause sur le fait que c'était un internement abusif. Par contre, l'homme qui a causé ça est toujours dans ses petits chaussons et lui, entre-temps, Jean-Louis a perdu sa femme, ses enfants et une grosse partie de son argent et c'est bien, il a du tout recommencer. Je peux vous dire qu'il faut être un sacré bonhomme pour arriver à encaisser tout ça. Voilà. C'est grave comme situation. Maintenant, reprenons le principe de mon histoire, on va relier les points ensemble. 2 dérives notables sur l'euthanasie, une loi sur l'euthanasie qui va rentrer bientôt en ligne de compte. Déjà, il y a quelques années de ça, des internements abusifs possibles en hôpital psychiatrique, sous médoc. Vous ajoutez à ça l'entrée dans un futur DSM très probable d'une maladie qui est là pour, en fait, souligner le complotisme. Vous ajoutez le fait que notre corps, quand nous sommes malades, ne nous appartient plus. Et quand nous sommes en souffrance, eh bien, l'État peut décider pour nous. Et bien, quand vous additionnez 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, voilà, ça fait des chocs à pic. On en est là. Et donc, ce que j'explique dans mon histoire pourrait tout à fait arriver d'ici 10 ans. Ça, c'est de l'anticipation. Et c'est pas du tout de la science-fiction. Voilà, c'était là où je voulais en venir concernant ma critique de l'euthanasie. Ça me permet en même temps de garder une petite trace, puisque si un jour ça arrive, ce que je ne souhaite pas, eh bien je pourrais rappeler à certains que je l'avais dit, au passage.
En tout cas, j'espère que cet audio, ce podcast, 34 minutes 20 déjà, vous aura plu. Je suis désolé, il n'y aura pas de visuel HD ce mois-ci parce que je suis totalement à la bourre au niveau boulot. Si vous les voulez à tout prix, évidemment, je trouverai le temps de vous les faire. Ils seront en retard, mais ils seront là. Mais si vous le voulez bien, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être indulgent. Voilà, parce que c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup de travail. Je suis en train de préparer autre chose aussi pour les gens qui suivent mes histoires. Il y a aussi le travail à venir de réécriture des histoires passées qui sont celles que j'ai publiées depuis le début que je fais des fictions audio jusqu'à la fin du dernier épisode du Labyrinthe de Satan. Et toutes ces histoires-là arriveront, je l'espère, d'ici peut-être la fin d'année ou le tout début de l'année prochaine, dans un livre. Donc ça, c'est aussi un des projets que j'ai cette année. Et toutes les histoires qui iront depuis après le dernier épisode du Labyrinthe de Satan jusqu'au dernier épisode de Magma Bleu se feront également l'objet d'un livre, mais cette fois-ci l'année d'après. Donc comme vous le voyez, je manque pas d'idées, je manque pas de projets. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre confiance et puis d'être un petit peu indulgent avec moi, puisque c'est vrai que j'ai du mal à être sur tous les fronts. Sur ce, merci d'avoir écouté également jusque-là. Je sais que ce vocal a été très très long, j'avais aussi beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions comme d'hab, n'hésitez pas. Ce vocal sort en exclusivité pour vous sur Patreon et sortira, je pense, avant la prochaine fiction audio sur YouTube, histoire de creuser un petit peu le sujet d'euthanasie parce que ça me semble suffisamment important pour que ça ne reste pas juste confidentiel. Allez, je vous embête pas plus longtemps et puis je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.